La question du jour. Pourquoi le dialogue social fonctionne-t-il si mal en France et qu'on en vient, j'allais dire presque systématiquement, au rapport de force, à l'épreuve de force, même si évidemment, quand ça fonctionne, souvent ça ne se voit pas, comme on le sait. Des centaines de milliers de personnes donc sont attendues dans la rue, des grèves et leur cortège de perturbations à l'école, dans les transports, les syndicats donc donnent aujourd'hui le coup d'envoi, c'est le début d'une mobilisation qu'ils espèrent assez puissante pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare des retraites. Arnaud Benedetti va nous en parler. Bonjour Arnaud. Bonjour Louis. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Comment abordez-vous cette journée, Arnaud Benedetti, sous l'angle de l'analyse qu'on peut en faire entre ce bras de fer entre le gouvernement et les syndicats, et puis ce bras de fer entre l'opinion quand même, qui est globalement plutôt hostile à cette réforme des retraites? Oui, il y a plusieurs éléments. D'abord, ce qu'il faut relever et souligner, c'est que pour la première fois depuis de très nombreuses années, on a un front syndical qui est uni contre un projet de réforme gouvernementale, puisque la CFDT elle-même fait du recul de l'âge légal de départ en retraite euh, un chiffon rouge. Donc ça, c'est une première depuis presque 10 ans. Oui. Donc ce qui rend vraisemblablement plus difficile le passage de cette réforme. Le deuxième élément, en effet, ça va être d'abord de voir quel sera le niveau numérique de mobilisation dans la rue aujourd'hui. Il est clair que si on se situe à peu près à 1 million et demi de gens qui manifesteraient, on peut considérer que pour une première étape, les syndicats auraient d'une certaine façon réussi leur mobilisation. Ensuite, le deuxième élément, c'est la suite du mouvement. Quels seront les modes opératoires de mobilisation que mettront en place les syndicats? Iront-ils jusqu'à des grèves dures, des blocages durs? Ça, c'est une question. Manifestement, une partie d'entre eux semble déterminée, y compris même parmi les plus modérés. L'autre élément, c'est de savoir quel sera le soutien de l'opinion publique. Si vous voulez, dans un mouvement social, il y a quand même toujours deux éléments. J'allais dire, même dans un mouvement social, il y a trois étages. C'est comme une fusée, si vous voulez. Il y a la capacité à mobiliser pour les organisations professionnelles, les organisations syndicales. Il y a le soutien ou non de l'opinion publique. On avait vu, par exemple, qu'en 1995, un politologue, Stéphane Rosès, avait parlé à l'époque de grève par procuration, c'est-à-dire que le mouvement avait été soutenu amplement, alors qu'il ne l'était pas à l'origine, par l'opinion publique. Aujourd'hui, toutes les études d'opinion montrent clairement, explicitement, qu'il y a un soutien de ce mouvement aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 15 jours ou dans 3 semaines? En effet, si le mouvement se durcit, si le mouvement continue à numériquement mobiliser, et si le mouvement est fortement soutenu par l'opinion publique, il y aura le troisième étage de la fusée, ça sera l'étage politique. Qu'est-ce qu'il en sera politiquement au sein du Parlement? Alors aujourd'hui, on voit que Emmanuel Macron compte sur une majorité potentielle pour faire passer son texte à l'Assemblée nationale, notamment avec le soutien, entre autres, des Républicains, ce qui lui éviterait le passage en force par le biais du 49-3. Mais on voit aussi depuis quelques jours un certain nombre de ses soutiens à l'intérieur de sa majorité ou sur les bordures de sa majorité. Je pense par exemple, vous savez, à ce groupe Liberté et Territoire qui réunit une trentaine de parlementaires centre-gauche, centre-droit, certains élus régionalistes qui semblent aujourd'hui s'opposer à cette réforme. Ça, c'est un premier point. Mais même à l'intérieur de la majorité, il y a des voix qui commencent à être discordantes, notamment sur l'aile gauche. Madame Pompili, par exemple, qui a dit, Oui. l'ancienne ministre de l'Environnement, qui a dit qu'en l'État, elle ne voterait pas la réforme. Monsieur Vignal, député de l'Hérault, qui a dit également qu'en l'État, il ne voterait pas la réforme. Donc, on est dans une situation pour l'instant très instable, très compliquée. Tout va dépendre finalement de ce qui se passe à la fois dans la rue et de ce qui se passe dans l'opinion. C'est ce qui sera, je pense, le moteur ou non de la réussite d'une mobilisation ou de son échec. Arnaud Benedetti, en un mot, pourquoi justement ça se passe d'abord dans la rue alors que logiquement, si le Ah, dialogue social était bien huilé, oui, ça devrait d'abord se retrouver en amont dans des cénacles où on peut oui. discuter sagement entre personnes responsables?
Oui, on n'est pas en Allemagne, c'est vrai. Nous ne sommes pas dans un modèle de cogestion parce que vous avez finalement vraisemblablement deux traditions qui s'opposent. Une tradition du pouvoir qui est verticale et qui est, cette verticalité est vraisemblablement ossifiée encore plus par la Ve République et ses institutions, et une tradition de contestation, d'opposition frontale du syndicalisme français qui remonte quasiment au 19e siècle et qui fait qu'on a du mal, en effet, à pouvoir s'asseoir autour d'une table, même s'il y a des organismes paritaristes quand même qui existent et qu'il y a des négociations, qu'il y a des discussions, mais il y a quand même malgré tout toujours, si vous voulez, ces deux traditions qui s'opposent, la verticalité du pouvoir, la fonction très contestataire des syndicats, en tout cas d'une partie des syndicats, qui fait qu'on se retrouve toujours dans des situations où nous avons en effet une absence ou une faiblesse du dialogue social et des mobilisations qui, dans la rue, viennent d'une certaine manière exprimer les tensions sociales qui existent dans le pays. Mais c'est un pays, en plus la France, qui aujourd'hui est un pays très tendu à différents niveaux, à différents registres. On l'a vu notamment lors de la crise des Gilets jaunes, où là, en l'occurrence, ce ne sont pas les syndicats, mais des organisations qui se sont structurées de manière un peu spontanée, qui ont mis en difficulté à l'époque le pouvoir politique. Dernière question, Arnaud Benedetti. Pour la revue politique et parlementaire qui observe donc aussi les débats du Parlement, est-ce que le recours au 49.3 auquel on a assisté à profusion, peut-être avec abus, est-ce que ça dévalorise le Parlement? C'est très difficile de répondre à cette question. Le 49.3 est un outil constitutionnel qui existe, que d'autres majorités ont utilisé, Michel Rocard en 88, François Hollande également. Mais pas La autant que réalité, cette c'est qu'on fois-ci. non, mais pas autant que cette fois-ci. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais eu un gouvernement qui a eu une majorité aussi relative que celle de Madame Borne. On a aujourd'hui vraiment une législature qui est, de ce point de vue-là, très singulière. Vous savez, dans l'histoire de la Ve République, il y a eu trois majorités relatives. 67, mais le général de Gaulle pouvait disposer d'un groupe avec les républicains indépendants suffisamment important pour faire passer ses textes. Et puis surtout, il y a eu 68 et une dissolution qui a ramené une majorité absolue. 88 avec Michel Rocard, mais Michel Rocard, pareil, disposait sur ses bordures d'un certain nombre de groupes réserves qui lui permettaient de faire passer ses textes en utilisant néanmoins le 49.3. Et là, on se trouve dans une situation tout à fait singulière. Est-ce que le 49.3 a été trop utilisé? Vraisemblablement, parce qu'au regard de l'histoire, on n'a jamais autant, dans une séquence parlementaire, autant utilisé le 49.3 que ne l'a fait Madame Borne. Alors clairement, c'est vraisemblablement un outil qui, de par son usage répété ces derniers mois, a vraisemblablement crispé une Oui. partie des corps intermédiaires et une partie de l'opinion publique, ce qui ne rend pas, j'allais dire, ce qui ne rend pas extrêmement aisé aujourd'hui la manière dont on aborde cette question de la réforme des retraites. Et favorise la mobilisation dans la rue Et favorise si notamment la évidemment le mobilisation Parlement sociale, n'abrite plus les bien sûr. conflits ou n'arrive pas à les absorber. Merci Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. À bientôt pour une prochaine question du jour.